Bonjour Juliette Duquesne. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Vous êtes venue nous présenter votre livre « Vivre mieux sans croissance ». Alors c'est une série de livres que vous avez écrit avec Pierre Rabhi, c'est le dernier. Pierre Rabhi, le pionnier de l'agroécologie. Alors pour cela, vous travaillez ensemble, vous interrogez une soixantaine d'experts sur ce sujet et puis vous donnez la parole évidemment à Pierre Rabhi avec son expérience humaine, philosophique, personnelle et aussi technique. Et puis c'est un peu un voyage puisque ça se passe dans la Drôme, mais ça se passe aussi au Bhoutan, ça se passe en Mauritanie, au Burkina Faso. Alors vivre mieux sans croissance, les périodes de faible croissance, c'est souvent des périodes de crise. C'est pas exactement ce qu'on entend en général, c'est plutôt qu'on vit moins bien. Est-ce que c'est vraiment possible de vivre mieux sans croissance ? Juste peut-être une petite précision, c'est que en fait la croissance c'est assez récent, c'est depuis 1945 en fait qu'on a vu l'envolée de la croissance. Donc on a vécu très longtemps sans croissance. Alors c'est vrai que le titre peut paraître un peu paradoxal, vivre mieux sans croissance, mais dans l'enquête c'est justement de montrer qu'on pourrait vivre mieux sans consommer forcément énormément. On consomme aujourd'hui 3 fois plus qu'il y a 60 ans, on n'est pas forcément plus heureux. Donc c'est de montrer que on pourrait peut-être vivre mieux sans toujours avoir cette quête de croissance, de consommer plus. Alors ça peut peut-être avoir moins de mobilité, plus de convivialité, de vivre autrement. Alors cette décroissance ou cette non-croissance, elle serait plus pour les pays du Nord. Bien sûr, pour les pays du Sud, elle n'est pas préconisée dans les pays où il manque de tout. Et bien sûr, je pense que cette baisse de croissance pour avoir un modèle qui soit viable par rapport à l'environnement, il faut qu'il passe par une réduction des inégalités. On en reviendra peut-être à plusieurs reprises pendant cette interview, mais ça me semble indispensable pour pouvoir mettre en place ce point-là. Bon, après, c'est une thématique chère à Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Donc, comment être heureux en consommant moins ? Donc, moi, je suis moins sur cette partie-là. Je suis plus sur la partie aussi très concrète. Comment on pourrait avoir un modèle économique viable sans croissance ? Et pour cela, comme vous l'avez dit, j'ai interrogé beaucoup d'économistes qui travaillent dessus, mais aussi des entrepreneurs engagés qui, au quotidien, essayent de faire différemment. Et on voit des entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans la quête d'avoir une entreprise qui continue toujours de croître, mais du coup, ils sont une entreprise qui ne va pas forcément croître à l'infini, mais qui va être rentable, alors qu'il n'y a pas les mêmes performances financières que les multinationales, mais qui sont ancrées sur un territoire, qui créent des emplois et qui développent d'autres modèles économiques, souvent issus de l'économie sociale et solidaire. Et dans l'ouvrage, on interroge aussi des citoyens engagés qui essayent de faire différemment. Par exemple, il y a des citoyens qui mettent en place des habitats partagés, des oasis. Alors, ce n'est pas les communautés de 1968, c'est plus abouti, où par exemple, ils se mettent ensemble pour mettre en place des habitations où on va moins consommer d'énergie, ça va coûter moins cher de le faire à plusieurs, où chacun a son chez-soi, mais ça va être moins consommateur, par exemple, de carbone. Il y a une étude qui montre que dans ces oasis, donc ces habitats partagés, l'empreinte carbone est divisée par 2. Et il y a environ en France 800 oasis qui sont déjà créés ou qui sont en cours de réalisation. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va habiter dans ces lieux, mais c'est pour montrer qu'on peut essayer de faire différemment, même si ce n'est pas toujours simple. On peut essayer de vivre plus sobrement et peut-être avec plus de convivialité et plus de liens. Alors justement, ces expériences, elles sont extrêmement frappantes, elles sont, vous les décrivez très bien. Et en même temps, est-ce que l'ensemble de la société peut vivre selon ces règles-là ? Dans l'ouvrage, on montre que c'est possible. Alors, ça paraît peut-être un peu idéaliste parce qu'aujourd'hui, on est vraiment tellement basé sur notre mode de vie, notre mode d'existence est basé sur la croissance et est basé sur la consommation. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est assez récent en fait. Ça fait que depuis 50 ans qu'on a mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a mis en place ce système. Et dans l'ouvrage, c'est vrai que c'est la dernière partie où on explique comment on pourrait mettre cette sobriété à grande échelle. C'est là où on bloque un peu plus aujourd'hui. Donc là, j'ai interviewé plus de politologues sur cette partie-là. C'est peut-être un peu plus subjectif parce que comment la mettre en place. Et souvent on entend lorsqu'on a des discussions entre amis ou en famille, oui, mais alors dans ces cas-là, il faut mettre en place une dictature verte. C'est toujours la crainte en fait pour mettre de la sobriété. Et les experts que j'ai interrogés, moi, disent justement l'inverse. Il faudrait plus de démocratie et plus de démocratie directe, que les citoyens soient plus engagés dans ces thématiques, les comprennent, d'où moi, mon métier, c'est d'informer, donc d'avoir les informations importantes pour pouvoir agir. Alors c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut du temps. Il faut plus de temps pour s'engager en tant que citoyen, pour comprendre les problématiques. Et ça, c'est une thématique qui revient souvent dans les différentes enquêtes que je fais, c'est qu'il faut aussi du temps pour être plus autonome, pour produire un peu plus sa propre nourriture, avoir du temps pour aussi la produire, cuisiner, s'informer, s'engager sur des territoires et avoir plus de démocratie directe. Donc c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui aussi pour réussir à le mettre à plus grande échelle, parce que c'est vrai que dans le monde, il y a peu d'endroits où on a réussi à mettre cette sobriété à grande
grande échelle, parce que l'objectif non plus, dans le livre, on parle de ça aussi, c'est pas de rester dans la misère, c'est de sortir de nos modèles de développement, si on peut utiliser le mot développement, qui est même rejeté, moi, par certains spécialistes que j'ai interrogés, parce qu'ils trouvent qu'il est trop associé à celui de croissance, parce qu'aujourd'hui, se développer, ça veut dire croître et augmenter son PIB. Du coup, dans l'ouvrage, on montre qu'il y a d'autres possibilités de sortir de la misère sans forcément avoir la boussole du PIB, mais c'est pas si facile que ça peut paraître même compliqué. Alors, on donne l'exemple, par exemple, du Bhoutan dans l'ouvrage, qui est un pays qui a des fois été décrié, mais qui a quand même mis en place des choses intéressantes. C'est un monarque éclairé qui a mis en place ces mesures. Comme par exemple, il a interdit la publicité, donc il y a sur Internet, mais il n'y a pas de publicité. 60% du territoire doit être couvert de forêts, il n'y a pas d'OGM. Par exemple, quand un projet économique doit être mis en place, il faut qu'il soit autorisé. Donc par exemple, il y a un golf qui a été refusé parce qu'il consommait trop d'eau. Ils ont refusé d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Alors c'est pas parfait, ils dépendent beaucoup de l'importation de nourriture de l'Inde. Il y a des choses qui, voilà, c'est pas parfait, mais ça montre qu'on peut arriver à se développer autrement. C'est une partie de l'ouvrage. Alors, c'est effectivement tout à fait éclairant parce que dans votre ouvrage, vous montrez que la question du manque de croissance, qui est liée aux limites de l'énergie, elle va se poser parce que malheureusement, sauf rupture technologique dont on n'a aujourd'hui pas la preuve, mais qu'on peut espérer, mais en l'état actuel de ce qu'on sait, probablement, même avec les énergies renouvelables, on aura moins d'énergie que ce qu'il faudrait pour que la croissance se poursuive, même une croissance verte. Oui, c'est le fameux débat, est-ce qu'on va pouvoir avoir la croissance verte? Donc dans l'ouvrage, on interroge plusieurs économistes et certains ils pensent qu'on peut avoir de la croissance verte. Le problème, c'est qu'on parle toujours s'il y a des innovations technologiques, mais lesquelles? Et pour l'instant, il n'y a jamais eu d'innovations technologiques qui ont permis de pouvoir croître indéfiniment et de pouvoir puiser indéfiniment dans la planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pollue parce que 80% de l'énergie dans le monde est d'origine fossile. Donc du coup, on émet des gaz à effet de serre. Et demain, si on passe aux éoliennes et aux panneaux solaires partout dans le monde, on aura un autre problème. On va utiliser trop de métaux et on va polluer en prenant ces métaux. Alors moi, dans l'ouvrage, tous les ingénieurs que j'ai interrogés me disent il faut passer aux énergies renouvelables, mais il faut aussi une part de sobriété. Donc il faut les deux. Et là, c'est intéressant parce qu'on a essayé de creuser pour savoir quelle était cette part de sobriété. Et donc il y a une association qui s'appelle l'association Négawatt qui a montré qu'en France, en 2050, on pourrait avoir ni énergie fossile, ni énergie nucléaire, que de fabriquer notre énergie qu'à base d'énergie renouvelable, en respectant l'environnement. Mais pour cela, il faudrait réduire notre consommation d'énergie finale de 30%. L'énergie finale, c'est l'énergie après transformation. Et pour l'énergie primaire, donc avant transformation, elle serait de l'ordre de 22%. Et pour évaluer la part de combien ça ferait de baisse du PIB, j'ai repris les travaux de Gaël Giraud que j'ai interviewé dans l'ouvrage, donc un économiste, qui a montré que si on baissait notre consommation d'énergie primaire de 10%, cela baisserait par habitant, cela baisserait de 6% le PIB par habitant. Donc c'est énorme le lien, c'est un lien vraiment très fort. On ne peut pas, en fait, aujourd'hui on ne sait pas croître sans consommer d'énergie et sans polluer. Donc si on reprend ces travaux-là, si on reprend notre chiffre de tout à l'heure de 22% de baisse d'énergie primaire, cela représente du coup une baisse du PIB de l'ordre de 13% et sans prendre en compte l'augmentation de la population active. Donc je sais que quand je donne ce chiffre-là, des fois les gens disent une baisse du PIB de 13%, c'est énorme. C'est une crise énorme actuellement. C'est vrai que ça serait très important, mais après ça ne veut pas dire un retour à la bougie, comme certains craignent quand on parle de décroissance. Mais c'est vrai que ça veut dire un modèle de vie très différent, certainement avec beaucoup plus un changement complet de notre moyen de nous alimenter, parce qu'on voit bien que la croissance augmente quand la part de l'agriculture diminue, que du coup les paysans vont dans les villes, donc tout ce changement-là. Donc c'est sûr qu'il faudra certainement une agriculture très différente pour aussi développer d'autres modèles. Et néanmoins, vous avez raison, cela va conduire à des remises à plat intégrales dans beaucoup de domaines. Ça touchera la question de la protection sociale, de son financement, de la viabilité de notre système économique, des inégalités pour réduire la pauvreté. Mais pour en savoir plus, ça ouvrirait beaucoup trop de débats. Je renvoie à votre livre que vous avez écrit avec Pierre Rabhi. Merci beaucoup. Vivre mieux sans croissance. Merci beaucoup.